Un balado Radio-Canada audio. Bonjour les gars. Bonjour. Allô? Salut Hassoun. Ça va? Oui, allô Ali. Allô? Bonjour, Je savais plus bienvenue. qui tu regardais. C'était mêlant. Les deux, vous matchez en plus. Les deux petits jaunes canaris. On s'est sorti. appelé. On s'est appelés, c'est magnifique. Bienvenue à ce nouvel épisode Tellement Soccer. C'est quel numéro, quel épisode, on sait-tu? J'ai perdu le compte. Bonne Question, ouais. Jacques-Alexis, je veux savoir. 92. 92, dit la voix. La voix du balado fait dire 92. On approche de notre spécial pour la 100e. On prépare un gros party. Jacques-Alexis va louer une salle, tout le Ouais. kit. Rien de moins. Hey, les gars, Ouais. est-ce que vous avez un petit 5 milliards qui traîne? Petit. 1 milliard de francs CFA, moi peut-être, ouais. Ouais, La en monnaie locale du pesetas, Sénégal, ça en passerait. lire, peut-être, mais... Mais toi, c'est souvent tous tes items de collection de lutte puis tes bas de la Ben oui. MLS. Tu dois être... avoir Et ses écharpes aussi. ses échappes, c'est Ah, sûr. voilà. T'es va allé le faire. direct pour la jugulaire, là. Il a rien de moins. Sacrifice. Parce que, je sais pas si ça vous intéresse, mais il semblerait que Manchester United est à vendre. British billionaire Sir Jim Radcliffe and his firm Ineos. He's a Boyhood United fan, really keen on becoming part of the club. They've confirmed their bid for a majority ownership. And Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, who is chairman of Qatar's one of their biggest banks, QID, also tabling a bid. That third one I mentioned, it's been reported over the weekend, US hedge fund giant Elliott has also entered the bidding war. The group used to be the former owners of AC Milan. They've ruled out a full takeover, though, but said to be open to a financing bid. As far as the mood goes, though, Vicky, I mentioned a lot of excitement around things on the pitch. I suppose there are concerns around these parties I've just mentioned there, who are looking to invest in Manchester United. Firstly, the Qatari bid, there's a huge amount of wealth that will come with that, but also significant concerns around their association with the country's human rights record, particularly from human rights group Fair Square and Manchester United LGBTQ plus group Rainbow Devils. Ineos as well, Sir Jim Radcliffe's company, no strange to controversy either. Environmental campaignist, quite keen to point out they're a huge petrochemical company, and they feel a lot of the sporting investments made by Ineos kind of look to smooth over that a little bit. The fact they are one of the largest plastics and chemical companies in the world. Donc, Manchester United est à vendre. Et là, plein de groupes très riches se manifestent en quelque sorte. Et je veux dire, le Manchester United était détenu par cette famille américaine depuis quoi, 2005, si je ne me trompe pas. Donc là, Ali, c'est qui, là, mettons, on met de côté Hassoun Camara, là. C'est qui les principaux acteurs présentement qui pourraient potentiellement faire l'acquisition de Manchester United? Ben, dans un premier temps, Hassoun, si tu prépares une offre, j'espère qu'on va être les premiers à le savoir. Oui, OK, sans c'est faute. parfait, je voulais juste être sûr. Donc, il y a deux acteurs principaux dans tout ça. Le premier étant Sir Jim Radcliffe, qui est à la tête d'Ineos, société pétrochimique qu'on associe beaucoup dans le monde sportif. Tour de France, il y a une équipe Ineos en cyclisme. Et M. Radcliffe, lui, veut faire essentiellement veut prendre les actions des Glazers, la famille Glazer qui est propriétaire majoritaire de Manchester United. Donc, c'est pas pour acheter tout le club, contrairement à la proposition qui vient du Qatar. C'est le fils de l'ancien premier ministre qatari, puis j'essaierai même pas de prononcer son nom. Vous pouvez aller le lire sur les internets. Mais lui, de son côté, c'est 100% du club. On veut se débarrasser de la dette parce que les Glazers sont vraiment pas populaires à Manchester United. Ils ont emprunté beaucoup d'argent pour acheter le club et ils ont mis la dette sur le dos du club, essentiellement. Et ils sont tellement impopulaires, ça fait des années que les supporters de Manchester United sont prêts à les voir partir. Juste donner un exemple d'à quel point ils sont pas populaires. La seule fois que je suis allé à Old Trafford, la saison venait de se terminer, puis il était en train déjà de réparer des bancs, puis des trucs comme ça. Et le guide qui faisait la visite du stade, donc un employé du club, explique que là-bas, ils sont en train d'enlever des sièges parce qu'il y a un des Glazers qui a laissé tomber une pièce de 25 cents, puis il nous a demandé absolument, je dois le retrouver. C'est un employé du club qui se moque de son employeur de cette manière-là, devant des gens qui viennent visiter le stade. Donc, c'est vraiment pas une famille populaire. On veut les voir partir à tout prix. Puis là, essentiellement, ça fait en sorte que, puis on en a entendu parler dans l'extrait, il y a aussi un fonds de spéculation qui s'appelle Elliott, qui est l'ancien propriétaire de l'AC Milan, qui est prêt à financer
une des offres à être un associé de quelqu'un qui voudrait se porter à la carrière du club, pas à l'acquérir lui-même. Mais là, ça fait en sorte que ça se déchire, puis il y en a beaucoup qui, parmi les supporters de Manchester United, voient ça comme une bataille éthique, quasiment, de se dire que si c'est M. Radcliffe qui se porte acquéreur du club, c'est quelque chose de plus traditionnel, qu'on va sauver certaines valeurs du club et tout ça. On rentre dans les grands débats éthiques, mais c'est le portrait de la situation globale. Parce que là, c'est ça. Il y a plusieurs groupes de supporters qui ont manifesté leurs craintes. Déjà, il y a le terrain. Là, je veux dire, ça va pas très bien depuis très longtemps du côté de Manchester United. Mieux cette saison. Oui, mais tu sais, je veux dire, quand on pense à l'histoire de ce club emblématique, là, on en arrache depuis quand même un certain temps. L'après Ferguson, essentiellement. Depuis que Sir Alex est parti, c'est plus pareil du tout. Donc là, il y a les craintes, il y a, comme tu l'as dit, les divers groupes. Le groupe Qatari, l'autre truc, c'est un groupe qui œuvre dans le milieu pétrolier. Là, quand tu regardes ça, est-ce que tu peux choisir aujourd'hui, en 2023, un propriétaire puis rester fidèle à tes valeurs? Parce que là, ce ne serait pas le premier groupe qui aurait des propriétaires, disons, controversés en quelque sorte. On n'a qu'à penser à ton club, Hassoun. L'Olympique de Marseille. Ton autre club. Paris. L'un de tes clubs, là. L'un de tes 12 clubs. Non, mais est-ce que c'est possible, Coudon, de dire, OK, je veux rester fidèle aux valeurs de ton peuple, de tes partisans? Mais je pense que oui. Pourquoi? Parce que un fan, lorsqu'il vient au stade, il veut rester attaché à son club et à ce qu'il propose sur le terrain, tout en essayant de se détacher de certains aspects. Quand on parle de valeurs, j'imagine qu'on parle par exemple du Qatar, je veux dire, et de ce qu'ils ont pu, de l'image qu'ils ont pu dégager à travers les droits de l'homme ou le respect des droits humains. Mais la réalité fait que quand on est supporter, on arrive quelques temps après à oublier en fait qui est propriétaire. C'est la réalité de tous les clubs. Jusqu'à une certaine limite en fait. C'est-à-dire que si la politique sportive est respectée, si on essaye à l'intérieur du club d'avoir une certaine vision et qui colle justement aux valeurs dont tu parles, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on a l'impression que le club n'est pas respecté, que sportivement c'est juste un club qui est utilisé pour faire du soft power, comme au Paris Saint-Germain, on va le dire clairement en fait. Paris, on est au bord de la catastrophe en termes d'image. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que le club est seulement utilisé par le Qatar pour renvoyer une bonne image au monde entier. Quand on regarde concrètement sur le plan sportif, ça va pas du tout. On surpaye des joueurs. Il y a Neymar qui va au poker. Il est reparti. Non, mais c'est vrai, c'est que quand la politique justement et les valeurs que je recherche un supporter n'est pas respectée, c'est là où justement est le danger. Et je pense que le contre-exemple que devrait avoir Manchester United, c'est de surtout pas faire ce qu'on fait au Paris Saint-Germain, l'impression d'avoir un club Disney World avec Messi, Neymar. Venez visiter Mickey, Messi, Neymar, etc. Et le reste, écoutez, peu importe, c'est pas grave. Là. Donc c'est vraiment le danger en fait, la limite, que je fixerai en fait à Manchester United. Mais la réalité, c'est quand on regarde présentement ce qui arrive avec d'autres clubs, qui a les moyens de s'acheter un club comme Newcastle, comme Paris Saint-Germain, comme Manchester United. Et la façon de l'acheter aussi, parce que, comme l'a dit Olivier, c'est qu'eux, ils viennent pas avec des crédits derrière. Là. C'est du cash, banque, 4,5 milliards sur la table. On investit dans le stade, on investit dans les infrastructures, dans le centre d'entraînement, dans tout. Là, il n'y a pas de problème. Donc, cette force de frappe, là, c'est vraiment 2-3 pays, 2-3 oligarques qui sont capables de faire ça. Et c'est juste incroyable, vraiment. Là, Hassoun a ouvert la porte. On n'a pas le choix de rentrer. La semaine passée, Hassoun a dit rien de moins. Neymar est une fraude, est une arnaque. On dirait que tu as l'air du gars qui prédit l'avenir. Et là, en fin de semaine, Neymar se blesse. Oui. Encore une fois. C'est fou quand même. Je pense que ça fait 5 années consécutives qu'il se blesse au mois de février. Oui. Tout dans la même semaine où Mbappé parle de la Ligue des Champions, puis dit qu'il va falloir qu'on se couche tôt, puis qu'on mange très bien. Puis là, tu vois Neymar qui est en train de manger du McDo à minuit, 1h du matin. Ouais. Ça vient juste confirmer un peu ce qu'Hassoun dit, non? Je trouve qu'il n'y a pas de hasard. Et puis Neymar, je le répète,
toute chose égale par ailleurs, c'est un des meilleurs joueurs du monde intrinsèquement, il n'y a pas de problème. On est tous, la terre entière est d'accord pour valider son talent. Mais je veux dire, c'est l'apport de Neymar, l'investissement sur Neymar et l'apport qu'il nous donne, je veux dire, est trop déséquilibré. C'est trop déséquilibré, puis c'est ce qui crée de la frustration. Je veux dire, beaucoup d'absences. Il a dû faire 50% des matchs depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. C'est là où on parle justement de décalage, où un joueur qui est extraordinaire, il n'y a pas de problème, mais qui est surpayé. C'est la réalité aussi. Déséquilibre en fait son rendement sportif, et c'est normal. Je parle de Neymar bien entendu, mais il y a d'autres joueurs derrière qui tombent dans le piège. Je pense à Icardi par exemple, qui était c'était pour moi un tueur à gages à l'Inter de Milan. C'est un des meilleurs attaquants du monde. Puis tu arrives, on te propose un salaire x4, x5. Bah oui, t'es content d'être sur le banc, c'est plus très grave. Et t'es quitté, attaquant du Paris Saint-Germain. Il joue à Reims la saison dernière à 25 000 euros par mois. Aujourd'hui, il gagne 650 000 euros par mois. Ouais, mais Comment tu veux Newcastle n'avait aucune chance de le faire venir à ce prix-là. C'est ça le problème. Et j'imagine même pas que c'est l'agent qui a demandé à avoir 650 000. C'est pas possible. ah non. C'est vraiment le Qatar qui dit combien tu veux. OK, mais là, Neymar est blessé. Puis là, c'est tout le temps l'approche de la Ligue des champions, au moment le plus important. Mais pour les observateurs, ça, c'est des commentaires que je reçois pour les gens qui regardent justement, qui ne regardent pas le foot à chaque fin de semaine, mais qui regardent les grands matchs. Oui. Là, tu regardes le Paris Saint-Germain, tu te dis, là, même sans Neymar, sur papier, ils ont tout ce qu'il faut pour aller chercher la Ligue des champions. Comment ça? Est-ce que Ils ont tout ce est-ce qu'il que faut. tu crois Attends. quand même encore en leur chance? Puis Attends. qu'est-ce qui fait que malgré tout ce talent, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout? Parce que la vie n'est pas une game de FIFA. Ils ont tout ce qu'il faut, le Paris Saint-Germain, pour gagner la Ligue des champions à FIFA, mais la réalité, ça fonctionne autrement. Mais comment Tu ça dis- marche, la tu réalité? te composes pas un effectif en te disant lui c'est un 92 sur 100, lui c'est un 89 sur 100, et on va avoir vraiment une bonne équipe. La réalité, c'est qu'au Paris Saint-Germain, il n'y a pas tant de structure que ça. Puis ça fait combien de fois qu'on en parle dans ce balado aussi que oui, tu payes des grosses vedettes, puis tu as des gars qui sont capables de mettre 3 passes décisives contre Clermont, hein, Assoun? Mais Ça, c'est parce qu'Ali il dit hey, 11 passes décisives 11 passes pour décisives, Neymar. Neymar. Mais quand tu commences à faire ton enquête et tu 3 contre Clermont puis 3 contre Lille. Voilà. La moitié de ses passes décisives, plus que la moitié de ses passes décisives, c'est dans 2 matchs. Parlant de Lille, on a hey, moi, élucidé ça. j'ouvre beaucoup de parenthèses, là, mais c'est votre faute. Parlant de C'est Lille, toi l'animatrice, Parlant arrête. de on te Lille, suit. là, Jonathan David est en feu. Ouais. Premier buteur présentement de la Ligue 1, a marqué un beau penalty. Et là, ça nous rappelle un certain moment à cette Coupe du Monde où quelqu'un d'autre a pris le penalty. Et si Jonathan David avait pris ce penalty, je ferme la parenthèse, on ne peut pas s'empêcher d'y penser quand on voit à quel point il est décisif présentement, Jonathan David. C'est des choix assumés, mais c'est vrai que tu as raison. Je pense que ça aurait dû être le tireur attitré à la Coupe du Monde. Mais écoute, il y a des événements qui font changer justement la hiérarchie, qui donnent envie à certains de tirer parce que ça va avec. Et je peux comprendre, je veux dire, quand tu es Alphonso Davies, Ah ouais. je veux dire, tu as envie de rentrer dans l'histoire et de faire la différence. Mais là, Jonathan David, c'est des réalités qui te rattrapent et qui voient ce qu'il fait concrètement, non seulement pour la Coupe du Monde, post-Coupe du Monde, mais moi j'avais de l'inquiétude pour Jonathan David, pour rebondir sur lui. Il a eu une Coupe du Monde difficile, il faut se le dire. Donc il fallait se demander comment est-ce qu'il allait réagir derrière. On avait vu sa deuxième partie de saison, la saison dernière aussi, où ça a été compliqué. Est-ce qu'il allait être capable de rebondir et continuer à évoluer? Il le fait très bien. Franchement, il réagit très très bien. Et je pense que c'est de bon augure, là, cette fois-ci, pour le voir en fin de saison finalement, partir à Manchester United. C'est comme s'il y avait, Finalement, quelque chose à transféré. prouver à quelqu'un. on dirait, hein? C'est étrange, hein? Quelqu'un qui ça commence par John, puis ça finit par Man. Quelque chose comme ça. Qui sait? Non, mais ça fait 3 ans, 2 ans qu'on en parle, qu'il va être transféré peut-être bientôt en Premier League. Là, je veux dire, ça augure très bien. Mais là, Assoun, c'est un oracle qui prédit l'avenir Ouais, et ouais. qui jette la poisse à Neymar. As-tu quelque chose à dire sur Manchester United? Parce que c'est la finale de la Coupe en fin de semaine. Là. Puis Newcastle est déjà dans la misère parce qu'on n'aura pas de gardien. Oui, c'est vrai en plus. Écoute, Manchester est en feu. Sincèrement, il se renouvelle très très bien. C'est pas ça que je veux que tu dises, Ouais, Assoun. ouais, je veux dire C'est la pas ça que je veux vérité. que tu Ouais, Je suis on veut désolé. la... Puis un Mouille-toi. Rashford qui est en feu aussi, il retrouve des sensations. Je vois vraiment Manchester passer là. Je suis désolé, mais C'est-tu là que se termine notre amitié, Il est Olivier? fatigant. Il faut Hein? le OK, dire. pas de Ali. chicane. Lui, à un moment donné, il faut voir la réalité, tu sais. C'est ça.
Tu sais, nos enfants, on les aime, mais des fois, quand ils font des erreurs ou sont mauvais, il faut reconnaître aussi. Voilà. Parlant de transfert... Qu'est-ce qui se passe? Parlant de transferts internationaux, là, ça aussi, on en a parlé quelques fois en ondes, mais beaucoup de fois à l'extérieur des ondes. Entre autres, Olivier et Jacques-Alexis, notre réalisateur, aiment s'obstiner sur le cas de Lionel Messi. Assume, t'en as manqué quelques bonnes discussions pendant ton absence. Bof, quelques bonnes. C'est tout le Quelques temps la bonnes, même. parce que, bon, C'est tout le temps la même. Olivier voit peut-être Lionel Messi venir en MLS finalement cet été. Jacques-Alexis dit, ben vous. Pourquoi il viendrait ici? Qu'est-ce qu'il a à gagner? Et donc, on en a profité pour en demander à vos fans où se retrouvera Lionel Messi lors de la prochaine fenêtre des transferts internationaux. Évidemment, il y a toujours des niaiseries, des réponses que je ne lirai même pas. Canadien! Il Ouais. s'en va au Canadien. Et là, Loïc, il dit il ira là où on le paye le plus. Il y a un petit lien. Donc, je le verrai, un émir du Moyen-Orient qui déteste payer Ronaldo. Non, mais tu sais, il fait un lien un peu. Est-ce qu'il pourrait arriver avec Messi, ce qui est arrivé avec Ronaldo? Moi, je n'y crois pas, parce que Messi, il n'est pas comme ça. Ben, moi, j'y crois pas, surtout parce que là, il y a un précédent. Ouais. On voit qu'est-ce que ça donne quand depuis que Ronaldo est là. Puis, OK, il joue, puis oui, il a marqué des buts. Puis, à un moment donné, une fois, il en a mis 4, puis ça s'est retrouvé aux nouvelles à la télé. Mais à part ça, y a-t-il quelqu'un qui a regardé un match de Cristiano Ronaldo depuis qu'il est parti là? Moi, j'ai rien regardé de lui. C'est vrai, moi non plus. Non. J'ai rien regardé de lui. J'ai pas le goût de chercher tant que ça non plus. C'est pas là. C'est pas sur une des plateformes de Ouais. web diffusion qu'on connaît tellement. Fait que, tu sais, je pense que Messi regarde peut-être ça et se dit, moi, j'ai pas le goût de disparaître de la surface Non. de la terre. Tu sais. Mais Messi, je veux dire, enfin, c'est peut-être exagéré, extrapoler ce que je veux dire, mais il est déjà au Qatar en ce moment. Je veux dire, c'est la meilleure formule pour Paris, lui, d'être virgule, payé. Qatar. Toi, tu penses qu'il va rester? Bah, je veux dire, ça dépendra du Paris Saint-Germain et de leur décision et de leur entente à tous les deux. Pourquoi? Parce que, à mes yeux, Messi, d'une certaine façon, est déjà payé par le Qatar. La chance Ouais, qu'il c'est a, ça. c'est qu'en plus, il reste dans la magnifique ville qu'est Paris. Et en plus, il joue la Ligue des Champions. Mais qu'est-ce que tu veux de plus, en fait? Te déplacer au Qatar Ben. pour t'empêcher de vivre ça? Mais- Moi, sincèrement, je le vois pas. Il n'a jamais gagné la US Open Cup. Par exemple, c'est vrai. Non, c'est vrai, vu mais comme ça, toi, mais Assun, Miami, MLS, tu y crois pas? je serais content de le voir venir vraiment en MLS. Mais sincèrement, les conditions que tu as, tu es dans une belle ville, magnifique ville. Tu joues la Ligue des Champions et tu es payé comme si tu étais au Qatar. Mais il y a plusieurs, je vois deux camps. Les gens qui croient, mettons, s'ils quittent Paris, évidemment, qui croient qu'il va aller en MLS et que ce serait vers Miami. Il y en a qui disent peut-être qu'il va aller juste terminer sa carrière en Argentine. Oui, Qui sait? c'est des regards. Et puis, comme Très tu- romantique. Il y en a Ouais. qui ont... Hey, Francis Desbiens, il me dit Barcelone. Barcelone, c'est possible aussi. Mais Tu sais, tu vois, comme terminer la belle histoire. Ils n'ont pas, Moi, ils ont pas l'argent pour le ouais, payer. c'est Non, ça, je c'est sais. compliqué. Le PSG a l'argent. Et puis là où tu voyais un David Beckham justement partir en MLS pour, entre guillemets, finir sa carrière, je veux dire, il a quitté la MLS pour finir sa carrière au Paris Saint-Germain. On s'en rappelle pas, Ouais. mais David Beckham a fini sa carrière au Paris Saint-Germain et non en MLS. Donc, je veux dire, dans le regard, Paris est capable de t'offrir des choses en fait à certains joueurs qui font que écoute, le compromis est extraordinaire. Tu joues la Ligue des Champions, tu es payé par le Qatar, tu vis dans la ville de Paris, je veux dire, le combo est parfait. Mais Olivier, pourquoi tu as répondu à ta propre question? Parce que ça m'amusait. Tu as dit Colorado. Ouais. OK. On oublie le Colorado. Mais c'était Voyons, c'était une joke ou... Ben oui, c'est une joke, OK, franchement. mais je sais pas. Je voulais que tu Lionel Messi qui signe Je au voulais Colorado. Dans que, quel je voulais monde que tu vis? t'expliques un peu. Là, t'as peut-être une source quelconque. des ou... idées. Ben non, franchement, le Colorado. Bon, Non, mais moi, je vois le Messi, l'Inter Miami et Apple dans ma soupe. qui sait, là, que là, la On saison verra. 2023 de la MLS qui débute au cours des prochains jours. Puis qui sait, est-ce qu'en milieu de saison, il n'y aura pas un Lionel Messi qui va apparaître soudainement Écoute, à Miami? Pourquoi pas? moi, à la place de Miami, je ferais ça samedi, Quand toi, tu quand vas nous, aller. on va être là. Tu sais. Parce qu'Olivier Tremblay quitte pour la Floride C'est demain. ça. Fait que, Il sera là pour le premier match c'est le du premier CF Montréal qui aura lieu. Surtout le premier de Joseph Martinez avec l'Inter Miami, je le répète. Voilà, là, premier c'est match ça, l'événement. du CF Montréal samedi prochain. Olivier y sera. Parlons-en du CF Montréal. Oui. On a combien de fois parlé des départs? On a l'impression que peut-être ces départs n'ont pas été 100% comblés, mais en même temps, moi, je me fais poser la question, « Hey, Christine, qu'est-ce que tu penses du nouveau coach? Ça va être quoi cette saison? »
Puis là, je pense que je fais la pire analyse, mais je le sais pas. Tu sais, Hernan Losada, je le connais pas. Je n'avais jamais entendu parler de lui avant qu'il arrive à Montréal. Puis rapportons-nous, au début de l'année dernière, il y a personne, mais même nous trois, il y a personne qui disait hey, Wilfrid Nancy, il va amener cette équipe jusqu'au bout. Puis quand on regardait l'alignement, on avait des doutes aussi. Oui, c'est vrai. Donc, vous aviez plus de doutes que moi. Donc, toi, tu disais, soyons patients. Mais on se retrouve un peu dans la même situation. On ne sait pas. Tu sais. Là, les experts, là, ils vont leurs prédictions pour la MLS. Puis comme l'année dernière, on voit le CF Montréal dans la cave. Sauf Kaylin Kyle. Kaylin Kyle, je l'aime bien. Qui sait? Non, mais on ne sait pas, en fait. Là, le problème, c'est qu'on a déjà un blessé en la personne de Miljevic. On croyait que peut-être c'était le gars qui allait être en mesure, est-ce que tu sais ça, de remplacer, de reprendre la place de Georgi Mihailovic? Ben oui, d'autant plus que je pense qu'il va coller davantage avec le style Losada qu'avec le style Nancy, qui était plus patient. Je pense que Miljevic est plus pressé de s'en aller dans la surface et tout ça. Mais la position où on a l'impression qu'on a plus perdu, c'est en milieu de terrain avec les départs de Koné, de Mihailovic. Et là, on a une blessure. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qui vous voyez peut-être combler ce poste-là? Le nom de Sean Riard, le Québécois, ressort beaucoup. J'ai déjà parlé au coach, puis il m'a dit personnellement, mais je vois même dans les entraînements, il me met dans les meilleures conditions pour bien faire. Je vois dans les alignements, il met avec des gars qui sont, je dirais, des vétérans pour m'amener vers le haut. Puis je pense que c'est super bien qu'il fait ça avec moi, parce que je sens que le coach, il veut que j'ai du succès. Comme tu as dit, il y a beaucoup de départs, il y a de la place qui s'est ouverte. Moi, j'ai fait 2 bonnes saisons en CPL, puis je pense que maintenant, le prochain niveau, c'est de jouer en MLS. Alors pour moi, j'ai faim, comme tu as dit. Je veux avoir des minutes, je veux bien performer, je veux aider l'équipe et je veux jouer surtout devant les fans de Montréal. Alors c'est ça mon but pour cette année. Mais c'est quand même une grosse responsabilité. Toi, Assoun, est-ce que ça t'inquiète, ce milieu de terrain-là? Bah, j'ai envie de dire oui et non. Plus non que oui. C'est la philosophie d'Assoun Camara lundi matin. Ça, c'est une très bonne réponse. Exactement. Non, ce que je veux dire, c'est que bah, au sortir de la saison dernière, forcément, quand tu vois la trajectoire d'Ismaël Koné, de Mihailovic, tu te dis que bah oui, on a perdu 2 gros morceaux. Et en même temps, quand tu reviens au départ de la saison, il n'y avait rien qui te garantissait de voir un Ismaël, je veux dire, émerger comme il l'a fait. Donc, on repart sur ce processus-là. J'espère voir justement des joueurs émerger et prendre leurs responsabilités, tout simplement, et peut-être s'inspirer de ce qu'ont fait ces joueurs-là, de se dire que c'est possible, en fait, de step up. Moi, je suis un Mathieu Chouanière aujourd'hui au CF Montréal. J'ai l'impression d'avoir tous les ingrédients, en fait, pour être, pourquoi pas, le prochain joueur à quitter ce club et en faisant une grosse saison. Tu vois que c'est possible, tu vois qu'il y a des joueurs par le passé qui l'ont fait. Tu as du potentiel, on voit tous le potentiel. Peut-être que c'est la saison qui te permettra de t'affirmer. Mais là, je veux dire, c'est vraiment un collectif qui doit s'imbriquer. Et je rebondis sur ce que tu disais. Moi, la philosophie du coach, je ne la connaissais pas spécialement. Qu'il allait rapidement vers l'avant, qu'il voulait un jeu peut-être plus de transition, etc. Est-ce qu'on va arriver à voir ça au stade? Je le souhaite absolument. Mais il n'y a rien qui nous garantit, en fait. J'ai l'impression que les choses ont été faites un petit peu rapidement, pas précipité, mais il fallait trouver un coach en urgence. Est-ce qu'on va être en mesure d'appliquer ça là, maintenant, tout de suite, avec tout ce qui s'est passé? J'attends de voir. Vraiment, j'attends de voir. Toi, Ali, toi qui regardes tous les matchs de la CPL, penses-tu que Sean Riard est prêt pour ce je défi? pense qu'il est prêt. C'était le meilleur jeune du championnat la saison dernière. Puis surtout, tu sais, on a comme de la misère à se décider, on dirait, parmi les fidèles du CF Montréal. C'est comme, à la fois, on dit, faudrait faire jouer les jeunes, puis quand c'est le temps que les jeunes jouent, c'est comme, pas tout de suite. Ben là, je pense que c'est le temps là, pour Sean Riard. Mais Sean a cette capacité-là, j'ai l'impression, à faire des gestes qui vont justement marquer l'imaginaire des gens, puis que, tu sais, des buts. Allez voir les buts, certains de ces buts qu'il a marqués en Première Ligue canadienne. C'était beau. Il est spectaculaire. C'est ridicule. Puis il peut donner la bonne passe décisive. Puis s'il est capable de jouer vite, vers l'avant, Hernan Losada va aimer ça, c'est sûr. Fait que dans cette optique-là, je pense que ça peut être un remplaçant vraiment intéressant.
C'est pas le même poste, mais de tout ce qu'on peut voir, Nathan Saliba a fait un camp super intéressant aussi. Donc, au milieu, c'est une option de plus qui peut servir le CF Montréal. Je répète, c'est pas au milieu de terrain, je comprends, mais j'adore l'échange de Aaron Herrera. Il était vraiment, vraiment, vraiment bon il y a 2 ans. Puis dans ce style-là, où est-ce que tu vas jouer vite vers l'avant, puis tu as peut-être des gars qui sont capables de reprendre des centres qui sont joués vite. Herrera peut être vraiment utile dans cette optique-là. Donc, il pourrait y avoir des belles surprises. Est-ce que Miljevic, ça peut faire mal? On parle de 8 à 12 semaines. C'est quand même long. Ça nous amène presque dans les mois d'été. Il va falloir que la sauce prenne vite, parce que sinon, on va se demander quand est-ce qu'il revient plus tôt que tard. Mais veut dire, le potentiel est là pour, encore une fois, faire mentir les gens de la MLS. Puis, juste, pourquoi est-ce que les gens sur Twitter font comme une obsession maladive avec qu'est-ce que les gens de la MLS disent comme aperçu de la saison? Chaque fois, chaque année, au mois de février-mars, c'est comme « Ah, la MLS, ils connaissent rien, puis ci, puis ça. » Ils se sont trompés, genre, une fois, puis c'était l'année passée. Non, mais c'est ça. Donc, là, ça, je voulais en venir là. On ne sait pas. C'est ça, le résumé. On ne sait pas. On va voir, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. Mais si on veut se mouiller et on faire une prédiction, je comprends que toi, Ali, tu dis que les gens de la MLS ont raison puis que le CF Montréal vont finir dans le cave? Non, moi, je pense qu'ils vont finir quelque part entre Kaylin et tout le reste. Moi, je pense que ça va être... ça sera pas... tu sais, l'année passée, c'était surprenant. Personne ne l'avait vu venir. Je pense pas qu'on va pouvoir répéter cette surprise-là. Mais je crois que le CF Montréal pourrait se battre quand même comme pour une place dans les éliminatoires. Oui, se battre pour une place, c'est ce qu'il faut. Mais c'est vrai que quand tu regardes les effectifs aujourd'hui, tu as l'impression que... Je ne sais pas si Toronto fera une aussi mauvaise saison que la saison dernière. C'est ça le problème, oui. L'Inter Miami qui recrute bien. C'est ça qu'on oublie souvent, puis Assun, tu le redis Columbus, combien de fois? Coach. Non, mais tu l'as dit combien de fois? Non, c'est ça. Non, mais oui, CF Montréal a fait un travail exceptionnel l'année dernière, mais il y a combien d'équipes qui ont performé en deçà des attentes? Il y a ça aussi. Oui, c'est une réalité. Après, il faut bien entendu pas enlever de discrédit au CF. Ils ont fait une saison formidable et il faut le donner. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça va être quand même plus difficile cette année que la saison dernière, avec tous les changements, toutes les incertitudes, toutes les têtes qu'il faut remettre à l'endroit aussi. Kai Kamara, dans quel état d'esprit il va être. Il n'y a pas si longtemps, le Revolution, quand ils ont vendu, ça a été compliqué par bout. Là. C'est ça. Donc, dans quel état d'esprit est-ce que va être le club? On va voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, vraiment. Ça commence, donc je vous rappelle, samedi prochain contre l'Inter à Miami. Olivier Tremblay y sera. Au Drive Pink Stadium. Donc Olivier Tremblay va nous rapporter des scoops, des informations inédites. On compte sur toi. Je vous ramène des bas. Avec plaisir, on va le prendre. Les gars, il faut encore parler, malheureusement. Je dis malheureusement parce que c'est pas réglé, de ce fameux conflit qui continue de sévir entre l'association des joueuses canadiennes et Canada Soccer. We're talking about the Olympic champions here, so that was so well deserved and such a huge step forward for them, and to have their federation, meet them this way after winning world championship is just fucking wild to me. But it was a powerful moment. I think what you had is strong women out there who, stand for great values, have achieved incredible things on the world stage. And for any young boy or girl coming through, they're sending out a very clear message about what the future should be. And that's something I'm behind. Donc, celles qui viennent de parler, que vous avez entendu, c'est Megan Rapinoe, la légende du soccer américain, qui donne son appui à l'équipe canadienne, qui dit ça n'a aucun bon sens, dans le fond. Avec un petit peu de langage coloré. Un peu de langage, mais comme voyons, c'est les championnes olympiques. Puis, vous avez peut-être vu les images de ce premier match à la She Believes Cup où les Canadiens sont arrivés avec un chandail mauve où on pouvait lire « Enough is enough »,« Assez, c'est assez ». Puis on a vu les Canadiennes et les Américaines faire une manifestation, se mettre en rond avant le début du match. On a entendu aussi Beth Priestman, la sélectionneuse, puis on sent qu'elle est un peu entre l'arbre et l'écorce. Ça veut dire qu'elle appuie ses joueuses. Elle dit « Je suis pour l'équité, évidemment, puis je les trouve fortes. »
mais je travaille pour Je suis Canada employé Soccer. de Canada Soccer, Donc, puis ils m'ont permis d'accomplir tout ça, etc. T'sais, fait que, être entre les deux, c'est délicat pour elle, évidemment, parce qu'elle veut garder son chèque de paye. On la comprend en quelque sorte. Donc là, tel que prévu, les Canadiennes qui participent à la She Believes Cup, on est en Floride. Ensuite, on s'est dirigé vers Nashville. Sous le signe de la protestation, elles s'entraînent avec leur maillot qu'on a tourné à l'envers pour Comme les cacher Américaines l'avaient fait les à l'époque. cuissons. Le premier match, pour ceux qui ont vu le match, vous avez vu les images, je dis pour ceux qui ont vu le match parce que, parenthèse, Janine Becky en a parlé hier. Une des choses aussi qui les fâche, c'est que les Canadiens ont de la misère à voir les matchs qui sont présentés uniquement sur une plateforme payante. Ouais. Donc ça aussi, c'est difficile. Le premier match, c'était très difficile contre les Américaines. C'était comme, d'un point de vue enjeu, point de vue solidarité, c'était le meilleur adversaire possible pour commencer la Coupe She Believes. Sur le jeu, pire adversaire possible. Mais pour commencer, les joueuses étaient déjà à bout de souffle, puis les Américaines, ils sentaient qu'il y avait du sang dans l'eau. Ils ont dit, les filles qui étaient fatiguées, drainées mentalement, on va... Je veux qu'on fasse quelques minutes sur ce fameux conflit. Là, qu'est-ce qui va arriver? Parce que présentement, bon, la Coupe She Believes, c'est 3 matchs. Il en reste un contre le Japon. Et si les choses ne changent pas ou si ça ne se règle pas, ce serait le dernier match de l'équipe canadienne avant la Coupe du monde qui aura lieu l'été prochain. Elles ne veulent pas aller au camp en avril. Parce Si que c'est pas là, réglé. Christine Sinclair l'a dit, si c'est pas réglé, on ne fera pas le camp en avril. Mais là, je veux dire, on est au mois de février. Là. Si tu n'as pas d'autres matchs avant la Coupe du monde, ça vient ruiner leur préparation totalement à ça. Ouais, ça vient très vite. Et le problème aussi, c'est la force que peuvent avoir les filles face à Soccer Canada. Parce que si tu annonces que tu pars pour faire grève et que finalement tu rétropédales et que tu fais pas grève, ou que tu plies face à la fédération, je veux dire, tu n'auras aucun levier derrière en fait pour montrer que tu peux changer les choses. Donc, là, elles ne peuvent pas reculer. Elles peuvent pas reculer. Mais là, vous sentez-vous que plus les jours passent, plus on avance, la pression est davantage sur Canada Soccer, puis on va finir par plier. Là, vous pensez que c'est qui a le plus gros du pouvoir présentement? C'est les joueuses. On sait, c'est les joueuses, mais tu penses-tu vraiment que Canada Soccer va plier? Penses-tu que Bontis, finalement, va démissionner? Penses-tu que, finalement, il va se passer quelque chose? Ce qui va se passer, c'est que Nick Bontis et Earl Cochrane vont devoir aller devant le comité du patrimoine en Oui, mars. c'est vrai. Je veux dire, les invitations sont parties, puis si tu ne réponds pas à l'invitation, c'est sub pena. Les parlementaires veulent parler à ces deux messieurs-là. Ils veulent des réponses. Ils veulent qu'on ouvre les livres, qu'on comprenne c'est quoi le problème, c'est quoi l'enjeu de gouvernance, l'argent va où, l'argent part de où, l'argent circule par qui. Quand le politique commence à s'en mêler, ça commence à sentir la soupe chaude. Là. Parce puis qu'ils ça, ont jamais eu... ça se passe avant C'est le vrai. camp en avril. C'est au mois de mars. Puis les manifestations de soutien pour les joueuses continuent. Les Brésiliennes leur ont témoigné leur solidarité, elles aussi. Les Anglaises sont à la Coupe Arnold Clark. Je veux dire, ils ne se sont même pas vus là, dans la dernière semaine, puis ils portaient le ruban mauve sur leur poignet. Je veux dire, le capital de sympathie pour les joueuses, le soutien est envers les joueuses. Mais je pense que c'est important de préciser ce pourquoi les filles se battent présentement, parce que bon, Janine Becky s'est battue contre celle qu'ils appelaient un peu comme ça, des trolls sur Twitter, à essayer de faire comprendre. Arrêtez de dire, de revenir avec les revenus, que les hommes apportent plus de revenus. C'est pas ça qu'elle demande. Elle demande, je le réitère, elle ne demande pas d'être payée le même montant que les hommes. Elle parle d'équité. L'équité, c'est d'être traité à ta juste valeur. C'est juste ça qu'elle demande, en quelque sorte. Donc, tu sais, à sa juste valeur, c'est si vous appuyez les hommes avant leur Coupe du monde, bien, appuyez-nous aussi. C'est exactement ça, parce que je vois les gens qui répondent, non, mais les personnes se déplacent. En plus, personne se déplace pour aller voir les filles. Hey, pour la Coupe du monde, il faut qu'on change de stade, là, parce que les stades de 50 000 personnes, on les remplit. Fait que de dire que les personnes s'intéressent au soccer... Excusez-moi, je vais me calmer, là. Non, mais va. Non, mais va. c'est vrai. C'est dire que personne s'intéresse au soccer féminin, c'est faux. C'est le même débat que le hockey féminin. Encore faut-il que les gens aient une occasion de les voir jouer, ces joueuses-là et ces filles-là. Et quand il y a eu une occasion de les voir jouer, on les a vus, les matchs FC Barcelone, Real Madrid. Il y a eu des matchs à 70 000 personnes en Angleterre. Je pense que ça démontre qu'il y a réellement un intérêt. Mais bref,
ce n'est pas une question de revenus. On sait bien que les filles, présentement, ne génèrent pas autant de revenus qu'un Lionel Messi. C'est clair. Mais... Oui, mais tu sais, c'est aussi une question de revenus, là. Tu veux une convention collective où est-ce que tout le monde a sa juste part, puis tu regardes historiquement au Canada, oui, OK, les revenus, tout ça. Ça fait combien de temps que l'équipe masculine attire tant de revenus que ça? Les gars étaient à la remorque des femmes pendant tellement d'années. Les États-Unis ont signé pour que l'argent, les bourses de la Coupe du Monde se soient redistribuées également. On ne parle pas de pourcentage, les gars, les filles. C'est égal entre chaque athlète. On met ça dans un pot, puis on redistribue ça. Je veux dire, tu parles de revenus. Les États-Unis, les gars ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde de 2018. Pendant ce temps-là, les filles, 2 fois championnes du monde. C'était qui est à la remorque de qui? Il faut arrêter avec ces comparaisons boiteuses-là aussi, là. Voilà. Et là, si on parle du terrain, on est quand même en préparation pour la Coupe du Monde. En tout cas, c'est ça le plan présentement. Donc, hier, Bev Priestman, hier dimanche, on est revenu avec une formation, certains vont dire surprenante, pour affronter le Brésil. Là, on a vu que Christine Sinclair commence sur le banc, puis j'ai l'impression qu'on s'en va vers ce scénario-là. Puis je pense qu'on n'a plus le choix. Il y a trop de profondeur dans cette équipe-là. Il y a trop de talent dans cette sélection-là. Moi, je vois une Christine Sinclair entrer à la 78e minute de jeu quand tu as besoin d'un dernier push, quand tu as besoin d'un but, quoi que ce soit, parce que c'est encore la meilleure de tous les temps. Donc ça, c'est réglé. Puis surtout avec les matchs que Vien et Lacasse ont fait hier. Mais c'est ça qui m'agace. Là, parce que là, le match a commencé. Là, je sais que nous, on a un parti pris avec Evelyne Vien, tellement Vien. Mais là, elle a vraiment progressé. Elle est constante en Suède. Efficace. Et on revient avec la même rengaine. J'ai l'impression qu'on se répète. Ce n'est pas la force de cette sélection canadienne, la production offensive. On est en quête d'offensive. On a besoin des buts. Puis tu as une fille qui fait ça dans la vie, qui compte des buts comme elle respire. Et là, tu la mets sur le banc. Tu as aussi Chloé Lacasse, qui n'était pas avec la sélection en 2020, mais c'est elle, hommes et femmes confondus, quand tu regardes parmi les Canadiens et les Canadiennes, qui a marqué le plus de buts au cours de la dernière année en Europe, c'est elle. Elle commence sur le banc. Et là, hier, on a vu vraiment un changement de rythme quand ces filles-là sont rentrées dans le match. Evelyne Vien qui a marqué le 2e but. Et pas un but qui est sur le bord de la ligne, qui a se pitché à terre, là. Un demi-volé qui passe à travers les 18 filles. Qui touche une défenseuse, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Et quand même, il y a eu beaucoup d'actions où les 2 filles étaient impliquées dans le jeu. Mention spéciale aussi à Vanessa Gilles. Donc, moi, j'ai 2 buts québécois hier, parce que Vanessa Gilles est quand même venue à Châteauguay. Tu vas fâcher du monde. Je sais, Vanessa Gilles. Tu vas fâcher du monde. C'est la fille Jonathan de tous. Jobin, à Ottawa, sais. écrit à Christine Roger. Non, mais moi, quand je regardais ça, j'ai dit... Je pensais un peu à notre ami John Erdman. J'ai dit, j'espère que Bev va être capable de s'adapter. Dans le sens où, qu'est-ce qui fait la différence entre un très bon entraîneur et un entraîneur d'exception? Que c'est pas justement, d'un moment donné, mettre de côté tes principes ou tes préférés. Parce que normal, chaque entraîneur va avoir des joueurs avec qui ils vont avoir plus d'affinité, ils vont aimer davantage le style de jeu. Mais à un moment donné, c'est qu'est-ce que ton équipe, dans le moment, a besoin et qui peut me l'apporter? Bev, ça fait longtemps que certaines filles, qu'Evelyne vient à la mettre de côté. Oui. Là, est-ce qu'il va falloir qu'elle soit capable de s'adapter pour la Coupe du Monde? Si elle veut espérer, elle dit on veut aller gagner la Coupe du Monde. Mais si elle fait des décisions comme celles qu'elle prend présentement, j'ai l'impression que ça va être difficile. Oui, je pense que c'est une question de courage, et d'assumer des choix. Tu sais, tu peux avoir justement un phénomène de groupe, souvent en sélection aussi, où tu vois, c'est un groupe qui t'accompagne pendant des années, et puis tu crées des affinités. Alors des fois, ça peut marcher. Je compare souvent à l'équipe de France, mais quand tu as un Griezmann qui n'est pas en santé, qui n'est pas performant, mais par le passé, tu as habitué à être performant avec toi, et puis tu as une certaine confiance sur ce qui va te rendre, alors que, je veux dire, l'opinion publique te dit qu'il ne faut pas le prendre pour la Coupe du Monde et que les journalistes le massacrent. Si tu sens que le joueur peut te l'amener,
ça peut fonctionner et ça peut être une totale réussite. Ça l'a été pour Griezmann à la dernière Coupe du Monde. Mais des fois, ça peut être plus compliqué pour un joueur, justement, pour une sélectionneuse, de se détacher justement de ça et d'avoir des paris qui seront pas gagnantes simplement. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce sur quoi on se dirige si Christine Sinclair reste titulaire, en gros. Parce qu'on l'a vu aux derniers Jeux Olympiques, c'était compliqué physiquement, elle était émoussée. Et puis, c'est pas lui jeter la pierre. Au contraire, elle a une carrière extraordinaire et on a besoin justement de son expérience. Mais c'est pas lui rendre service non plus. C'est pas lui rendre service, c'est devoir, je pense, mettre l'équipe nationale avant tout le monde en fait. Et je pense que elle a assez d'intelligence émotionnelle pour comprendre aussi que s'il y a un choix qui devait se faire à ce moment-là, on devrait le faire au profit de joueuses plus en forme aujourd'hui. On a vu Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde. Je veux dire, on a été capable de le mettre sur le banc. Il faut qu'on arrive justement à mettre l'équipe en avant les stars, entre guillemets. Et ça, c'est le plus dur pour une sélectionneuse, je pense. Parce que quand même, c'est un beau problème quand tu regardes cette équipe. Il y a vraiment de la profondeur. Il y a des filles que tu laisses sur le banc qui jouent parmi les plus grands clubs au monde, là. Mais moi, le point d'interrogation, je le vois à l'attaque. Parce que, la ligne défensive, je veux dire, tu as une Kelisha Buchanan, tu as une Asher Lawrence, je veux dire, c'est dur à déplacer. À l'attaque, c'est sûr, quand je regarde ça, je me disais, c'est sûr qu'une Jordan Aitema, c'est plus vendeur qu'une Evelyn Viens. C'est plate, mais c'est ça aussi. Une Adriana Leon, c'est plus vendeur. Mais à un moment donné... Tu es en train de comparer Adriana Leon à Jordan Aitema, là? Non, Adriana Leon est solide. Mais elle aussi... Jordan Aitema m'a vraiment laissé sur ma faim dans les 2 matchs qu'elle a fait. Et là, la différence. Puis là, à la fin de cette rencontre-ci contre le Brésil, elle n'était plus en pointe, là. Elle était rendue sur le côté droit. La prochaine étape, c'est encore un petit peu plus à droite, l'autre bord de la ligne. Ah ouais, c'est ça. Je pense qu'on serait peut-être rendu là. Puis Chloé Lacasse, pour moi, a fait un match vraiment, vraiment important hier pour sa qualité d'eau au but, amener les partenaires dans le jeu, vraiment utile. Puis, tu sais, c'est ça. Je trouve que Aitema a plus tendance à disparaître, comme contre les États-Unis, par exemple. C'était exactement ce genre de match-là où est-ce que si ton attaquante de pointe, il ne trouve pas une manière de s'impliquer, les autres ne l'impliqueront pas parce que tu te fais étouffer de toute façon. Lacasse amène ce genre de qualité-là. C'est ça que j'ai aimé aussi d'Evelyn Viens hier. En tout cas, moi, je trouve que c'est un de ses meilleurs matchs que j'ai vu quand elle est entrée sur le terrain. Elle ne faisait pas qu'attendre qu'on lui distribue le ballon. Elle est redescendue puis elle est venue s'impliquer dans le jeu. Donc, les gars, on espère que Beth Priestman va nous écouter. On va voir le prochain match. En fait, sous-titré. J'allais dire dernier match avant la Coupe du Monde. C'est un peu plat de dire ça comme ça. Mercredi prochain, contre le Japon, on va voir si Chloé Lacasse et Evelyn Viens vont être dans 11 partants. Je pense que le match qu'on a vu les a peut-être convaincus. Jordan Aitema. Et Jordan Aitema qui se rapproche de la ligne de côté. Oli, bon voyage en Floride. Merci bien. On va-tu avec grand intérêt. Et Assoun, toi, tu pars pas. Tu restes avec moi. Je reste avec toi. D'accord, merci beaucoup. Il y a assez donné, là. Assez donné. Reste un peu, quelques jours à Montréal. Merci beaucoup, les gars. Merci Jacques-Alexis à la réalisation, Benoît derrière la console. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.